5 mois seulement après l'élection triomphale de Nicolas Sarkozy en 2007, la France découvre, stupéfaite, que sa première dame quitte l'Élysée. Jamais auparavant une épouse de chef d'État n'avait pris une telle décision, aussi soudaine, aussi radicale. Derrière la façade des cérémonies officielles, des dîners diplomatiques et des flashs photographiques, Cécilia ressentait un décalage profond entre ce que la fonction exigeait d'elle et ce qu'elle était réellement. Elle n'avait jamais rêvé de gloire, ni de pouvoir. Dans les salons dorés du palais présidentiel, elle se sentait étrangère, comme enfermée dans un rôle écrit pour une autre. Ce départ, qu'on présenta d'abord comme un geste d'humeur ou une crise de couple, fut en réalité un acte de sincérité. Cécilia n'a pas fui la lumière. Elle a choisi l'ombre pour préserver son authenticité. Elle a refusé de se plier à une mise en scène permanente où chaque sourire devait être calculé, chaque geste interprété. Cette décision, elle l'a prise calmement, presque silencieusement, sans éclat. Mais ce silence résonna comme un tonnerre dans un pays habitué à voir les premières dames incarner la discrétion loyale. À travers ce départ, Cécilia révèle une autre forme de courage, celui de se retirer avant de se perdre. Elle avait observé la mécanique du pouvoir, ses contraintes, ses artifices, et compris que la liberté se paie souvent du prix de l'incompréhension. Beaucoup l'ont jugée, peu l'ont écoutée. Pourtant, en refermant la porte de l'Élysée, elle ne tournait pas le dos à la France, mais à un rôle qui la réduisait. Son choix bouleversa les codes d'une république où les épouses de dirigeants étaient censées incarner le silence et la fidélité symbolique. En quittant la scène, elle a offert à toutes les femmes une image inattendue, celle de la possibilité de dire non à un destin imposé. Dans l'histoire politique française, ce geste reste unique, non pas par le scandale qu'il provoqua, mais par la justesse qu'il portait. Car, au fond, il s'agissait moins d'une rupture conjugale que d'une reconquête intime. Cécilia savait que la vie publique ne lui convenait pas. Elle voulait respirer, redevenir une femme, avant d'être un rôle. Dans ce refus tranquille se lit toute une philosophie. Mieux vaut être soi-même dans la solitude que personnage dans la lumière. Et en cela, elle ne quitta pas seulement un palais, elle retrouva sa liberté. L'histoire entre Cécilia et Nicolas Sarkozy commence bien avant les projecteurs. Ils se rencontrent dans les années 1980, à une époque où lui gravitait déjà dans les cercles politiques, et elle travaillait dans la communication. Très vite, ils deviennent partenaires de vie et de stratégie, un duo ambitieux et complice. Cécilia, souvent décrite comme intuitive et directe, comprend la mécanique du pouvoir aussi bien que son mari. Elle l'accompagne pendant ses campagnes, l'aide à soigner son image, lui souffle parfois les mots justes. Ensemble, ils forment un couple moderne, différent, à la fois aimant et compétitif. Mais lorsque Nicolas Sarkozy devient président, l'équilibre fragile entre amour et politique se fissure. Le pouvoir ne partage rien, il absorbe tout, y compris l'intimité. Cécilia découvre qu'à mesure que son mari s'élève, elle s'efface. Les journées s'enchaînent entre obligations officielles et solitude feutrée. Elle comprend que leur union, autrefois fondée sur l'énergie commune, s'est transformée en une coexistence de rôles. Lui, président omniprésent, elle, première dame à contre-cœur. Leur séparation, rendue publique en octobre 2007, choque par sa franchise. Jamais un couple présidentiel français n'avait annoncé aussi ouvertement la fin d'une histoire, mais ce qui aurait pu être un drame devient un moment de vérité. Cécilia ne cherche ni à humilier, ni à se justifier. Elle assume. Elle sait qu'une page se tourne et que le respect, paradoxalement, passe parfois par la distance. Cette séparation, loin de la légende des disputes ou des rancunes, fut avant tout un constat lucide. Deux chemins qui ne se rejoignent plus. Nicolas Sarkozy poursuivait son destin politique. Cécilia voulait retrouver une existence à taille humaine. Elle l'avait dit elle-même, sans détour. « Je ne suis pas faite pour ce rôle ». La France, surprise, découvre une femme qui ne veut ni jouer la victime, ni endosser un mythe. Elle ne cherche pas la sympathie, elle revendique simplement la vérité. Dans ce geste, il y a quelque chose de profondément moderne, reconnaître la fin d'un amour sans haine, sans calcul, avec cette franchise un peu désarmante qui la caractérise. Leur histoire pourtant ne se réduit pas à sa fin. Elle demeure le témoignage d'un couple qui a partagé bien plus qu'un mariage, une aventure politique, des convictions, une intensité rare. Cécilia n'a jamais renié le passé, elle en parle avec une distance élégante, presque apaisée, et c'est peut être là sa plus grande leçon.
savoir quitter sans détruire, aimer sans s'effacer, tourner la page sans la déchirer. Derrière l'image parfois glacée qu'on lui a prêtée, Cécilia Attias a pourtant joué un rôle concret et marquant durant les premiers mois de la présidence Sarkozy. Peu de gens se souviennent qu'elle a participé, en 2007, à une mission diplomatique de premier plan, la libération des infirmières bulgares retenues en Libye depuis plus de 8 ans. Alors que les discussions semblaient bloquées, elle fut dépêchée à Tripoli, non pas comme simple accompagnatrice, mais comme émissaire officieuse. C'est elle qui, au terme d'entretiens discrets avec le régime libyen, contribua à débloquer la situation. Son intervention fut confirmée par plusieurs sources diplomatiques de l'époque et saluée publiquement par la Bulgarie elle-même. Cet épisode révèle une autre facette de Cécilia, une femme d'action, de sang-froid, capable de dialogue dans les contextes les plus tendus. Là où certains voyaient en elle une figure mondaine, elle a prouvé qu'elle pouvait se mouvoir dans les arcanes du pouvoir avec efficacité et discernement. Elle n'était pas la spectatrice passive d'un destin présidentiel, elle en fut parfois un rouage discret. Son influence ne se limitait pas à cette mission. Avant même l'élection, elle avait conseillé son mari sur des sujets de communication et d'image, travaillant dans l'ombre à la cohérence de son discours. Ceux qui l'ont connue décrivent une femme vive, franche, souvent impatiente face aux lenteurs politiques, mais sincèrement engagée. Elle ne supportait ni la superficialité, ni les compromis inutiles. Pourtant, cette implication s'est retournée contre elle. La presse a souvent préféré retenir les apparences plutôt que la réalité de ses actes. Peu d'articles ont souligné son travail de terrain, sa connaissance des réseaux diplomatiques, sa capacité à parler d'égal à égal avec les dirigeants étrangers. Elle ne revendiquait rien, et c'est peu, être cette modestie qui a nourri les malentendus. En racontant aujourd'hui son parcours, il importe de restituer cette vérité méconnue. Cécilia n'était ni simple épouse ni rebelle romantique, elle était une femme de conviction attentive à la dimension humaine, derrière les protocoles. Sa mission en Libye, bien qu'épisodique, témoigne d'un sens aigu du devoir et d'une empathie rare. Là où d'autres cherchaient la gloire, elle cherchait des résultats. Ces faits, confirmés par les archives et les déclarations officielles, contredisent le récit caricatural souvent répété. Ils montrent que, au-delà du drame intime, il existe une réalité professionnelle et politique à reconnaître. Cécilia Attias ne s'est jamais proclamée diplomate. Elle l'a simplement été le temps qu'il fallait pour faire libérer des innocents. Et cette part d'ombre, paradoxalement, éclaire mieux que tout le reste la vraie dimension de son personnage. Dans la tempête médiatique qui a suivi son départ de l'Élysée, Cécilia Attias a choisi de se taire. Ce silence, interprété comme de la froideur, était en réalité une forme de protection. Dès les premières semaines de la présidence, les photographes la traquaient, les unes de magazines s'emparaient de son visage comme d'un symbole à décoder. Chaque absence lors d'un déplacement officiel, chaque expression figée devenait matière à rumeurs. Le public voulait une héroïne ou une coupable. Elle ne voulait être ni l'une ni l'autre. La France médiatique des années 2000 secondes était transformée. Internet accélérait la circulation des images. Les chaînes d'infos commentaient tout de suite. Dans ce tourbillon, la première dame, malgré elle, découvrit que son image lui échappait. On lui prêta des pensées, des émotions, des intentions qu'elle n'avait jamais exprimées. On la disait distante, voire hautaine, alors qu'elle fuyait simplement l'exposition. Son retrait, au lieu d'être perçu comme une pudeur, fut présenté comme un mépris. Cécilia Attias, dans de rares confidences ultérieures, évoquera cette incompréhension. Je n'ai jamais aimé être observé, encore moins jugé. Son refus de jouer le jeu des apparences fit d'elle une énigme pour un système qui exige des visages dociles. Elle ne maîtrisait pas les codes du storytelling politique et s'en moquait. Elle préférait la sincérité du silence aux phrases convenues. Cette attitude, pourtant noble, fut utilisée contre elle. Les médias ont le pouvoir de figer une personne dans un rôle, et c'est ce qui s'est produit. La femme réservée est devenue un personnage glacé, presque littéraire, dans lequel beaucoup ont projeté leurs fantasmes. Mais derrière cette image construite se trouvait une réalité plus simple. Une femme lassée d'être observée, qui voulait respirer. Le vacarme autour d'elle a souvent occulté cette vérité tranquille. Ce rapport douloureux à la presse a marqué profondément sa relation au public. Après 2007, elle choisit une forme d'effacement volontaire, refusant la plupart des interviews. Lorsqu'elle parle,
C'est toujours avec prudence, sans jamais attaquer ni se plaindre. Elle sait que chaque mot prononcé serait déformé. Ce choix de retrait n'est pas une défaite, c'est un acte de souveraineté personnelle. Dans un monde où l'exposition permanente est devenue la norme, son silence a valeur de message. Il dit « On peut exister sans se raconter, on peut être libre sans s'expliquer ». Ce refus du spectaculaire, dans une époque obsédée par la transparence, est devenu une forme de résistance. Cécilia n'a pas voulu conquérir les médias, elle a préféré s'en libérer. Et dans cette décision se lie tout le poids et la noblesse de son silence. Après la tourmente parisienne, Cécilia Attias s'envole pour New York, cette ville où l'anonymat devient un luxe possible. Là-bas, elle retrouve non seulement une forme de paix, mais aussi une énergie nouvelle. Loin des intrigues politiques et des flashs incessants. Elle peut marcher dans la rue sans être reconnue, déjeuner à une terrasse sans être photographiée. La métropole lui offre ce que la France lui refusait, la discrétion. Et avec cette discrétion, renaît l'élan de construire à nouveau. En 2008, elle épouse Richard Attias, un entrepreneur marocain-français reconnu pour l'organisation de grands forums internationaux. À ses côtés, Cécilia découvre un univers différent, celui de la diplomatie économique, du dialogue entre les cultures, de la philanthropie. Ensemble, ils fondent la Cécilia Attias Foundation for Women, une organisation dédiée à la promotion des droits et de la dignité des femmes à travers le monde. L'objectif n'est pas d'ajouter un nom célèbre à une cause médiatique, mais d'agir concrètement, soutenir des initiatives locales, financer l'éducation, encourager la participation civique. Ce nouvel engagement n'a rien d'une revanche. Il s'agit plutôt d'un prolongement logique de ce qu'elle a toujours recherché, donner du sens, agir plutôt que parler. Cécilia s'entoure d'équipes discrètes, évite les conférences de presse tapageuses, elle préfère la rencontre humaine à la démonstration publique. Ceux qui la croisent décrivent une femme apaisée, mais toujours exigeante, qui ne supporte ni le mensonge ni la complaisance. Sa vie new-yorkaise n'est pas une fuite, c'est une reconstruction. Entre Manhattan et Genève, elle partage son temps entre travail associatif, projets familiaux et moments d'intimité retrouvés. Elle garde un lien fort avec la France, mais à distance, comme avec une vieille amie dont on connaît les lumières et les ombres. Lorsqu'elle parle de son passé, c'est sans amertume. Elle dit souvent qu'elle ne regrette rien, car tout ce qu'elle a vécu lui a permis de comprendre ce qu'elle ne voulait plus être. À New York, elle n'est plus l'ex-première dame, mais simplement Cécilia. Ce retour à une identité nue et peut être la plus belle victoire. Là où d'autres auraient cherché à reconquérir la scène, elle a choisi la profondeur. Ses engagements auprès des femmes victimes de violences, ses interventions dans des forums internationaux comme le Clinton Global Initiative témoignent d'un engagement sincère. Ce nouveau chapitre n'a rien de spectaculaire, mais il est profondément humain. Il parle de renaissance, de sens retrouvé, de la possibilité de transformer une blessure publique en force tranquille. Cécilia Attias a quitté la lumière politique pour un éclat plus doux, celui d'une femme qui agit sans bruit, mais avec conviction. Dire non à un destin que tout le monde juge enviable demande une force rare. Cécilia Attias a incarné ce refus, non pas dans la colère, mais dans la lucidité. Là où beaucoup auraient cédé à la facilité du prestige, elle a choisi la complexité du retrait. Son parcours n'est pas celui d'une femme blessée par le pouvoir, mais d'une femme qui a su comprendre qu'il ne la rendrait jamais heureuse. Elle a préféré l'inconfort de la vérité à la douceur trompeuse du protocole. En cela, son nom résonne encore comme un acte politique, au sens le plus intime du mot. Ce refus, pourtant, n'était pas un rejet du monde. Cécilia ne s'est pas rebellée contre la République, mais contre l'illusion selon laquelle le pouvoir vaut plus que la paix intérieure. Son courage fut silencieux, sans slogan ni manifeste. Il s'est exprimé dans la simplicité d'un départ, dans la dignité d'un silence, dans la persévérance d'une reconstruction. Beaucoup ont voulu y voir une fuite, c'était au contraire une affirmation de soi. Le nom de Cécilia parle à toutes les femmes et à tous les hommes qui se sentent enfermés dans des rôles qu'ils n'ont pas choisis. Il rappelle que la liberté n'est pas une posture, mais un choix quotidien, souvent douloureux. En refusant d'être l'ombre d'un pouvoir, elle a redonné chair à une idée simple. Nul n'est condamné à vivre la vie qu'on attend de lui.
Ce message, par sa sincérité, dépasse le cadre de la politique pour toucher à l'universel. Son parcours, relu aujourd'hui, prend la forme d'un itinéraire d'émancipation. De la jeune femme discrète à la première dame réticente, de la diplomate improvisée à la militante pour les femmes, chaque étape raconte la même quête, celle de la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on montre. Ce fil invisible relie toutes ces décisions. Rien n'a été fait pour choquer, tout a été fait pour respirer. Le courage de dire non n'a jamais signifié le renoncement. Cecilia Attias a simplement inversé la logique du pouvoir. Au lieu de dominer, elle s'est choisie. Son nom restera attaché à cette audace tranquille, cette manière de marcher à contre-courant sans jamais élever la voix. Dans une époque saturée d'images et de déclarations, elle rappelle que on peut marquer l'histoire par la discrétion et peut être, et cela, le plus grand paradoxe. En refusant le rôle qu'on voulait lui imposer, elle est devenue une figure de liberté. L'histoire de Cecilia Attias n'est ni un conte ni un scandale, mais une traversée. Elle a quitté l'Élysée pour se retrouver, quitté le bruit pour la clarté, le rôle pour la vérité. Derrière l'ex-première dame se révèle une femme de conviction, capable d'agir et de se taire avec la même intensité. Son itinéraire, fait de ruptures assumées et de renaissances discrètes, incarne la liberté de choisir sa propre vie. En disant non au pouvoir, elle a dit oui à elle-même et c'est ainsi qu'elle a trouvé dans le silence la forme la plus pure du courage.